téléphone portable, smartphone, la grande addiction. C'est le thème de 64 débats. Le téléphone portable qui est devenu la télécommande de nos vies, à tel point qu'il en devient parfois envahissant. Au lit, à table, aux toilettes, dans les transports. Pour certains, il n'y a plus de limite. Et cela ne touche pas que les jeunes générations. C'est ce que l'on va voir ce soir avec nos invités. Bonsoir Axelle Desain. Vous êtes directrice du programme d'éducation au numérique Internet sans crainte. En ligne avec nous, Mickaël Stora, psychologue et psychanalyste. Bonsoir Mickaël Stora, je viens vous voir dans un petit instant. Et puis on ira également à Montréal, au Québec, rejoindre Alexis Bosset. Alexis, vous êtes le créateur de l'application Livio et on verra dans un instant pourquoi cette application est en tout point révolutionnaire. Mais je commence avec vous, Axelle Desain. Déjà, pourquoi est-ce qu'on peut dire que le smartphone est si addictif? Comment, en quelques années, il est devenu, il fait partie de notre quotidien, il est devenu une addiction pour beaucoup, en fait? Il y a deux raisons principales. Déjà, le téléphone concentre aujourd'hui beaucoup de matériel qui était avant dispatché, c'est-à-dire qu'on avait l'habitude de regarder une série sur sa télévision, de travailler sur son ordinateur, d'avoir un baladeur ou un lecteur MP3 pour la musique, un réveil. Et aujourd'hui, tout ça est concentré dans un même outil. Et puis aujourd'hui, dans cet outil, on va aussi bien regarder une série qu'écouter de la musique, réserver un train, un rendez-vous médical. C'est venu concentrer énormément d'activités. Ça, c'est une première raison. Et puis la deuxième, c'est que beaucoup de l'utilisation qu'on en fait passe par les réseaux sociaux ou d'autres services, dont quand même l'objectif est de capter notre attention. C'est ce qui nous rend accro, en gros, c'est un petit peu ça. En fait, en tout cas, c'est conçu, ces espaces sont conçus pour qu'on y reste le plus longtemps possible et qu'on y retourne. Donc on va plutôt parler de mécanique addictive. Donc en fait, c'est vrai que ça crée un contexte pour qu'on y soit de plus en plus et qu'on ait envie d'y retourner et que ce soit difficile de s'en décrocher. Alors moi j'ai appris un nouveau mot ce soir, c'est le mot nomophobie. C'est une contraction de no mobile phone et phobie. En gros ça désigne la peur intense d'être séparé de son téléphone portable. C'est une grande tendance de ces dernières années, ça, la nomophobie? Oui, parce qu'à partir du moment où, en plus, aujourd'hui, c'est le principal point d'échange avec notre entourage, voilà, et du coup, dès qu'on n'a plus cet outil, on a l'impression qu'on n'est plus joignable et que tout d'un coup, il va se passer plein de choses. Effectivement, avec ces technologies, sont venues naître de nouvelles inquiétudes, de nouvelles phobies. Oui. Justement, Mickaël Stora, vous qui êtes psychologue et psychanalyste, j'imagine que vous faites souvent, vous avez souvent des cas qui viennent vous voir pour justement l'addiction aux nouvelles technologies, notamment au téléphone portable. Comment est-ce qu'on reconnaît justement les signes d'une addiction au téléphone portable, au smartphone? Alors d'abord, soyons un petit peu, entre guillemets, sérieux. Le terme d'addiction au téléphone portable n'est pas reconnu, entre guillemets, par les instances psychiatriques internationales. La seule addiction pour le moment qui a été reconnue, c'est la CIM-11 par l'OMS, c'était l'addiction aux jeux vidéo en ligne. Et c'est plutôt ce type de jeunes que je reçois. Mais c'est vrai qu'il est évident que on peut repérer d'une manière assez empirique qu'il y a parmi nous, et pas que les adolescents, mais aussi évidemment les adultes, des conduites de compulsion. Et c'est vrai que pour rejoindre ce que disait Axelle Desain, au fond, ce qu'on se rend compte, c'est ce qu'on utilise le plus, ce sont les messageries et finalement les réseaux sociaux. Donc ça vient aussi révéler ce besoin irrépressible d'être en contact avec l'autre, même si la réalité, c'est est-ce qu'on l'est réellement. Mais c'est vrai qu'il y a ça vient trahir un peu cette idée au fond, de se dire que c'est pas parce qu'on est seul derrière son portable qu'on se sent seul, mais peut-être que c'est là où beaucoup de personnes se sentent profondément seules et vont utiliser ces objets-là avec les mécaniques, en effet, qu'on appelle de dark patterns, de captation de l'attention pour que les gens y restent le plus longtemps possible. C'est pour ça justement, Mickaël Stora, qu'on en parle ce soir, qu'on a décidé de traiter ce thème, puisqu'on parle souvent effectivement des jeunes qui sont accros à leur téléphone portable. Mais comme vous l'avez dit, il n'y a pas que les jeunes, il y a également les adultes, les seniors qui sont de plus en plus sur leur smartphone. Oui, écoutez, c'est assez légitime. On a souvent eu évidemment tendance à pointer du doigt les adolescents, et les parents sont eux-mêmes. D'ailleurs, une dernière étude a été menée c'est un concept dont tout d'un coup j'ai oublié le nom, qui est finalement le fait que de plus en plus de parents passent parfois plus de temps avec leur portable
que dans les interactions avec leurs propres enfants, au point où les enfants eux-mêmes dénoncent leurs parents comme quoi ils restent trop longtemps. Et donc c'est vrai que oui, je crois que c'est intéressant et important de pouvoir nommer le fait que les adultes, alors les seniors aussi, mais justement peut-être que là, soyons un peu plus tolérants, les seniors aussi ont parfois besoin de rompre quelque part ce sentiment de solitude qui existe par l'utilisation de cette technologie. Je viens vous voir, Alexis Bossé, à Montréal, au Québec. Vous avez décidé de créer donc la plateforme de réseau social qui s'appelle Livio. Et c'est parti de votre propre expérience, puisque vous-même, vous disiez, vous avez passé trop de temps sur votre smartphone. Et donc, vous vous êtes dit, je vais créer une application, un réseau social plus sain. Exactement. Dans le fond, j'ai vécu beaucoup de difficultés par rapport à mon temps d'écran sur les médias sociaux. Euh, j'ai essayé de trouver des solutions pour moi justement qui étaient plus saines. Malheureusement, je trouvais rien vraiment d'intéressant sur le marché. Alors, c'est pour ça que j'ai créé Livio, qui est dans le fond un média social comme on connaît, mais sans tout ce qui est contenu suggéré et incitatif à rester. Donc, on fait juste voir les photos de ses amis, de sa famille, puis une fois qu'on a tout vu, ben, l'application nous encourage à fermer son téléphone puis revenir à la vie réelle. Ouais, parce qu'Alexis Bossé, donc il n'y a pas d'algorithme, il n'y a pas de publicité, pas de nombre d'abonnés ou de mentions j'aime. En gros, vous enlevez tout ce qui nous rend addictifs en quelque sorte. C'est exactement ça l'objectif, là, c'est d'avoir aucun incitatif à toujours revenir puis à rester longtemps. Allez, Axel Dessins, c'est intéressant l'exemple qu'a développé Alexis Bossé, puisqu'effectivement maintenant on a l'impression que au sein de nos smartphones, toutes les applications sont faites pour nous rendre un petit peu accros. Moi le premier, lorsque effectivement je vais sortir, là je vais regarder ce qui s'est passé sur Facebook, sur Instagram, etc. Alors qu'au final ça ne me sert pas à grand chose. En fait, aujourd'hui, le temps est devenu la denrée la plus précieuse pour les industriels. C'est vrai que notre attention, notre temps, c'est ce qui leur permet de gagner de l'argent. Et je vous assure qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent. Au niveau de la création, des couleurs, de beaucoup de choses, en fait, tout est fait pour qu'on aille dessus. Le design, déjà, il y a cette notion de scroll infini, c'est-à-dire il n'y a pas de fin. Cette notion aussi de like, les commentaires, enfin tout ce qui va susciter l'engagement. Après, quand on publie, on a envie d'aller vérifier qu'on a été partagé, qu'on a eu des likes. Donc tous ces mécaniques-là ont été extrêmement bien étudiés pour nous donner envie de rester, de revenir et créer peu à peu, et je rejoins Mickaël, il n'y a pas de reconnaissance d'une addiction, mais une certaine forme de dépendance et en tout cas de créer des réflexes qui font que dès qu'on a du temps libre, on va aller se tourner vers ces outils pour voir ce qu'il y a de nouveau. Et puis, parliez de nomophobie, il y a l'effet FOMO aussi, qui est la peur. On a toujours, comme il se passe énormément de choses sur ces réseaux, on a l'impression que dès qu'on n'y est pas 5 minutes, on a raté plein de choses essentielles. Ouais. Et puis aussi la dopamine, la molécule du plaisir, le circuit de la récompense, comme vous dites, voilà, qui a regardé ma story, qui a regardé mon statut, etc., quel mail j'ai reçu. Notre cerveau, en fait, il est branché directement à notre téléphone portable. Oui, parce qu'en fait, ce sont des ressorts qui marchent très bien pour nous, et c'est pour ça qu'on parle beaucoup aussi des ados, parce qu'ils y sont particulièrement vulnérables, mais on est en recherche aussi de cette récompense immédiate, de ce plaisir. Notre cerveau aime ça, donc ces géants du numérique ont parfaitement étudié ça. Mais je vais un petit peu plus loin, Axel Dessins, parce qu'effectivement, on parle des géants du numérique, des réseaux sociaux, mais comme vous le disiez au début en introduction, ce téléphone, il fait partie de nos vies, il est central. Il est peut-être là le problème au final. Dernièrement, j'étais en week-end dans une ville européenne et tout le monde dans cette ville avait été scotché à son portable pour voir où est-ce qu'il devait aller. Aujourd'hui, on ne sort plus de plan, on ne regarde même plus ce qui se passe dans la rue. C'est qu'en gros, c'est devenu un élément central et on se laisse guider par notre smartphone. Alors effectivement, aujourd'hui, c'est ce que je disais au début, beaucoup d'activités se concentrent autour de ce téléphone et peut-être que ça devient difficile pour nous de savoir à quel moment on peut s'en passer. Et c'est peut-être ça qui serait aujourd'hui à travailler, et ça demande un effort collectif et individuel de se dire à quel moment, dans quel espace, peut-être, dans quel type d'interaction, l'utilisation de ce téléphone n'est peut-être pas nécessaire ou peut être remplacée par autre chose. Et je crois que ce que vous l'avez évoqué tout à l'heure, Mickaël, c'est le terme de la technoférence. Oui. Voilà, qui est quelque chose, un concept qui évoque ce moment où ce téléphone fait barrière à l'autre, fait barrière dans nos relations. Et aujourd'hui, c'est extrêmement documenté. On sait que ça impacte le développement de l'enfant, mais ça impacte nos relations à tous. Donc se dire aussi à quel moment, pendant les repas, quand je suis en échange avec des autres, je mets ce téléphone de côté pour être
pleinement disponible. Et au-delà de la question du temps d'écran et de ce côté accro, je pense qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui de quelle est notre disponibilité et notre disponibilité pour l'autre. Ouais. Michael Stora, pour rejoindre ce que nous dit Axel Dessins, c'est un petit peu contradictoire puisque ces smartphones devraient nous ouvrir au monde et vous rejoignez son constat. En fait, ils nous enferment plus qu'autre chose. Oui, alors, il y avait finalement un espoir que la technologie, le virtuel, serve le réel. Et avec les années, on s'est rendu compte que c'est totalement l'inverse. C'est nous, le réel, nous servons le virtuel. Et évidemment, il y a des enjeux financiers très, très importants. Et c'est là où se situe peut-être une des problématiques, c'est que le virtuel se doit normalement d'être un service. Et le concept de réseaux sociaux est une blague. Mon dernier livre s'appelle Les réseaux asociaux, où j'évoque à quel point, au contraire, ce sont des réseaux qui viennent cliver les relations, viennent nier les différences. Il y a des effets terriblement délétères et toxiques, pas simplement pour les jeunes, mais même pour nous adultes, dans notre capacité à supporter la frustration. Ce que vous avez évoqué par les fameuses problématiques de la dopamine, puisqu'à chaque petite vidéo, vous avez une décharge de dopamine. Mais bon, le problème, c'est que vous en avez tellement que lorsque vous fermez votre portable, le monde réel est beaucoup plus moins attrayant. Il y a moins de décharge de dopamine. Et je suis d'accord, en effet, le concept de technoférence est passionnant. Et c'est vrai que, au fond, la question de vouloir tout arrêter, je n'y crois pas. Mais moi qui observe pas mal les adolescents, puisque je reçois plutôt des adolescents, ils ont une pratique que je trouve intéressante puisqu'ils partagent beaucoup plus qu'on imagine. C'est-à-dire que concrètement, ils passent le téléphone à l'autre en lui disant « Tiens, j'ai vu cette vidéo ». Je crois que ça serait intéressant aussi, potentiellement, de pouvoir finalement partager ce que l'on regarde, c'est-à-dire mettre des mots et réduire finalement ces vidéos-là à un dialogue, à une médiation entre adultes, puisque les couples qui sont chacun sur leur portable, qu'est-ce que ça vient dire? Est-ce que ça veut dire qu'il y a un problème de communication, il y a une crise, ou alors peut-être qu'ils pourraient oser partager ce qu'ils regardent. Alexis Bossé, quand vous avez créé votre nouveau réseau social, vous aviez cette phrase que j'ai trouvée particulièrement intéressante. Vous dites « Les gens sont conscients qu'il y a un problème, mais vu qu'il n'y a pas d'alternative intéressante, eh bien, ils acceptent le problème. » Ouais, je pense que c'est 100% ce qui se passe dans le monde un peu partout, c'est qu'on n'a pas vraiment le choix d'être présent sur ces plateformes-là, là, vu que tout le monde est présent. Puis si on veut avoir un contact social avec nos proches, avec notre famille, nos amis, on est un peu obligé d'être sur ces plateformes-là, puis en vivre les conséquences négatives en même temps. Donc, c'est intéressant ce que vous dites. Être obligé d'être sur ces plateformes, Axel Dessins, c'est intéressant puisque c'est comme si c'était une obligation sociale en fait. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ont envie de se retrouver là où sont aussi leurs communautés, là où sont aussi les stars qu'ils aiment suivre. Donc, malheureusement, ça se concentre sur assez peu de services. Et bravo, Alexis, effectivement, de mettre en place des alternatives. On en voit fleurir de plus en plus pour essayer justement de proposer d'autres modèles. Mais ça ne marchera que si un maximum de personnes s'y retrouvent. Parce que l'enjeu de ces réseaux sociaux, mais je rejoins ce que disait Michael Stora sur le fait qu'ils sont parfois beaucoup plus asociaux, c'est qu'on puisse y retrouver sa communauté et partager aussi une culture commune. C'est-à-dire avoir vu le même post, avoir vu le même contenu. Ça, c'est quelque chose aussi qui est important. Comment faire pour aider quelqu'un qui est addict à son téléphone portable ? Ah, la grande question. La grande question, parce que ça peut être effectivement les adolescents, mais si on voit un adulte ou un senior autour de nous qui est tout le temps sur son téléphone portable, comment est-ce qu'on peut l'aider ? Aujourd'hui, c'est vrai que ça demande une vraie volonté, parce que comme on l'a dit, il y a des géants qui se sont vraiment saisis du sujet pour qu'on soit captif. Donc, c'est pour ça que je parlais de sanctuariser peut-être certains moments et certains espaces. Commencer à se dire déjà, tiens, quand je vais me coucher, le téléphone, il ne rentre plus dans la chambre. Voilà, je vais préserver mon sommeil. Je vais être disponible peut-être pour la personne qui partage mon lit aussi. C'est un premier pas. Quand je suis à table, pas d'écran. Je ne me laisse pas déranger par une notification ou par un mail sous prétexte que je dois y répondre tout de suite. Ça peut aussi, par exemple, pendant une semaine, on dit on n'utilise pas le téléphone portable. Alors, ce genre de... ça peut être un bon point de départ, mais en général, c'est un peu trop violent. Il vaut mieux essayer tout de suite de mettre en place des choses qu'on va pouvoir pérenniser dans le temps. On commence par la chambre à coucher. On va se dire aussi, tiens, le matin, quand je me lève, tant que je n'ai pas pris ma douche et bu mon café, je ne regarde pas mon téléphone. Et on voit si on arrive à tenir.
Et comme ça, pas à pas, puis on va se dire, voilà, qu'est-ce qu'on y gagne? Et surtout, je pense que le plus important, c'est de se dire, au moins un certain temps par jour, j'ai des enfants, j'ai mon conjoint, j'ai mes parents, je consacre au moins un quart d'heure, une demi-heure où je suis pleinement disponible. C'est-à-dire que je vais mettre mon téléphone de côté parce que je vais être disponible pour un échange, on va se regarder, on va se parler et on ne va pas être dérangé par un écran. Et par petits pas, on y arrive. On y arrive. Axel Dessaigne, on rappelle les parents qui ont des jeunes enfants, pas de portable devant eux, c'est la meilleure éducation que l'on peut faire? Alors, il y a un enjeu d'exemplarité, c'est certain. Et puis, je reviens sur ce sujet de la technoférence parce que je pense qu'en tant qu'adulte, on n'a pas assez dit aussi aux parents l'impact que ça avait sur le développement de l'enfant. Sur le développement du tout petit, c'est prouvé aujourd'hui que ça a un impact sur... l'enfant a besoin en fait du regard, de l'échange pour pouvoir se développer. Mais nous, on rencontre beaucoup d'ados, on travaille avec eux et ils se plaignent aussi de ces parents qui sont peu disponibles au moment où ils aimeraient peut-être partager un moment de la journée ou un moment plus difficile. Donc montrer qu'on est capable de décrocher, c'est forcément un bon modèle qu'on montre à ses enfants aussi, c'est certain. Et ce sera le mot de conclusion de ce débat passionnant. Merci beaucoup Axel Dessaigne d'avoir été notre invité. Merci à vous Mickaël Stora pour votre analyse fort intéressante et merci à vous Alexis Bossé. Je rappelle votre application qui s'appelle Lyvio, Lyvio. Je vais m'y inscrire dès ce soir Alexis, comme ça on pourra être connecté via cette application. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été les invités de ce débat.